Notre avion devait atterrir à Denver. Il s'est posé à Colorado Springs, sans annonce, sans explication. Et pourtant, ce n'a pas été le plus gros imprévu de notre voyage. 14 jours, 2 semaines à travers les magnifiques paysages de l'Ouest américain. Un road trip préparé plusieurs mois à l'avance. Des heures et des heures d'organisation. Tout était calé. Le programme de départ, le Rocky Mountain National Park, le mythique Mont Rushmore, le sud du Colorado, beaucoup de nature, beaucoup de randonnées, beaucoup de grands espaces. Mais 6 semaines avant le départ, tout s'effondre. Arrachement osseux à la cheville de ma femme. Résultat, 90% du parcours à revoir. Adieu les longues randonnées. Adieu le road trip prévu. Et notre aventure est devenue totalement différente. Un itinéraire totalement repensé pour éviter trop de randonnées. Mais vous le verrez, sans renoncer aux paysages spectaculaires. Ce changement forcé nous a permis d'explorer d'autres recoins de l'Ouest américain. Et surtout, de trouver une formule qui pourrait parfaitement fonctionner en famille. Un équilibre entre paysages naturels grandioses et l'effervescence unique de Las Vegas. Alors, dans cette vidéo, je vous montre tout ce qui s'est passé jour après jour durant notre parcours. Les coups de cœur, les déceptions, les erreurs, les bonnes surprises. Notre départ pour Denver se passe à Genève. 3 petites heures de voiture et un passage par les beaux paysages du Jura. Nous voilà dans la ville suisse, prête à partir pour Reykjavik. J'ai pris Icelandair avec donc une escale dans la capitale islandaise. Les vols se passent bien jusqu'à la mauvaise surprise. Il nous reste une petite heure de vol avant l'arrivée à Denver. Quand tout à coup, l'écran de suivi de l'avion nous indique une arrivée à Colorado Springs, une ville au sud de Denver. C'est quoi ce bordel? Surtout qu'on est averti de rien. Je n'en dirai pas plus, j'ai détaillé tout ça dans la vidéo consacrée à Icelandair. Je vous la fais donc courte. On atterrit à Colorado Springs, 1h30 d'attente, ils remplissent l'avion de kérosène et on redécolle pour notre destination. Vous êtes peut-être comme nous à vous poser la question pourquoi on a fait ce détour. Officiellement, on n'en sait strictement rien, mais certains passagers parlaient d'orage sur Denver. Après cette petite aventure, on arrive à l'hôtel à minuit avec 3 heures de retard sur le planning. On est donc crevé, on se couche très vite. Le réveil est matinal à cause du décalage horaire, mais la nuit a été trop courte à cause de ce vol devenu interminable de la veille. On avale un petit déj et on décolle pour Garden of Gods, vers Colorado Springs. On passe devant la skyline de Denver, on réserve la visite de la ville pour la fin du séjour, vous le verrez. L'ironie du sort, c'est que la veille, notre avion avait été détourné sur Colorado Springs. On fait une petite escale dans ce state park gratuit. Vous avez là le coup de cœur de mes enfants. Ce mélange roche-orange verdure est un combo qui fait mouche à leurs yeux. En plus, quelle belle surprise de croiser ce petit fan qui se promenait à la recherche de nourriture. On reste 2 bonnes heures en se baladant le long des chemins de randonnée proposés par le parc. Un spot incontournable si vous passez du côté de Colorado Springs. On reprend notre voiture pour le parc suivant. Mais avant cela, on fait un arrêt à Walmart, s'approvisionner afin de pique-niquer dans ce parc tranquille de la ville de Pueblo. On repart, on oscille le long de notre parcours entre des paysages montagneux et désertiques. On arrive aux alentours des 16 heures à notre premier parc national, le Great Sands Dunes. Dès notre arrêt au Visitor Center, le décor est planté. Des dunes de sable au milieu des montagnes. Notre ambition est simple, les gravir. Oui, sauf que monter des dunes est une épreuve. La pente est raide. Alors que vous grimpez, votre pied descend à cause du sable qui se dérobe. Le vent est aussi très intense, ce qui rend la balade pas super agréable. Et surtout, mine de rien, nous sommes à 2500 mètres d'altitude. L'air est plus rare qu'à mes 300 mètres d'altitude où je vis habituellement. On est donc très vite essoufflé, pas l'habitude de faire une randonnée aussi compliquée à cette altitude. Après avoir vidé les chaussures de ce qu'on a ramassé, on reprend notre voiture, on s'arrête manger un morceau dans un restaurant de la ville d'Alamosa. Le soir, nous dormons à une dizaine de kilomètres de là, au Best Western de Monte Vista, un motel au milieu de nulle part. La chose amusante est qu'un cinéma drive se trouve juste à côté. Et de la chambre, on pouvait avoir le son du film diffusé sur l'un des 2 écrans. Une expérience unique.
6h30, lever du corps, un petit déj pour démarrer la journée et je reste quelques instants en admiration sur ce panneau indiquant ce cinéma drive-in qui existe depuis 1955, paumé en plein milieu de la campagne américaine. Allez, on n'a pas trop de temps de rêvasser, on reprend la route, on fait un petit arrêt à South Fork pour un plein d'essence. Le régular à 3,199 $, soit environ 70 centimes d'euros le litre. Le rêve, n'est-ce pas? Pas le temps pour visiter South Fork ou s'arrêter sur les superbes paysages de cette route qui nous fait grimper jusqu'à 3300 mètres d'altitude. Après un petit arrêt au Walmart de Pagosa Springs, on arrive au superbe Visitor Center du parc national de Mesa Verde. On récupère le document pour les sites à visiter et on parcourt la Scenic Trail. Ce que je retiens de cet endroit est que Mesa Verde est un joli parc, mais il est hyper exigeant. Pas dans le sens qu'il faut une grosse condition physique pour admirer les sites, au contraire, mais il faut faire beaucoup de voitures pour apercevoir les maisons perchées dans les falaises. J'en parlerai davantage dans les conclusions de ce road trip. Après une grosse après-midi passée dans cet endroit, on ressort du parc, notre hôtel est à proximité dans la ville de Cortés. On prend possession de notre chambre, on ressort manger un morceau et on rentre se coucher pas trop tard. La journée a été tout de même éprouvante. Une grosse journée en perspective nous attend. On profite donc de notre jet lag et du fait d'être encore réveillé de bonne heure pour partir à 7h de l'hôtel. On ne le sait pas, mais c'est peut-être la plus belle journée qui nous attend. On va en prendre plein les yeux. Et cela commence par Chip Rock, ce bout de rocher au milieu d'une plaine. Nous nous trouvons en plein territoire Navarro, dans le Nouveau-Mexique. Car oui, nous ne sommes plus dans le Colorado et on va rapidement se retrouver dans l'état d'Arizona. Par moments, on se croirait dans les paysages qui ont inspiré Radiator Springs, la célèbre ville de Cars. On arrive à notre premier grand spot de la journée, Canyon de Shelly. Un petit arrêt par le Visitor Center, nous sommes toujours dans la réserve indienne et on découvre que ce monument national est gratuit. On parcourt la Scenic Drive et ses points de vue. Et c'est juste waouh! Cet endroit est une belle surprise. Ce canyon mérite le détour. On a d'ailleurs trop envie d'aller en bas, mais c'est interdit si nous ne sommes pas accompagnés d'un guide, sauf à un endroit particulier. La moitié de l'équipe va du coup se lancer dans une petite randonnée express pour aller admirer le canyon d'en bas. 30 minutes plus tard, nous sommes dans le canyon proche de ce petit village dans la roche. On ne traîne pas non plus, nous avons un programme chargé. On prend une petite heure pour remonter et ensuite on part pique-niquer vers le Visitor Center. On reprend la route pour notre prochain spot. Après 1 heure de voiture en plein désert, nous arrivons à Petrified Forest National Park. Ce n'est pas l'endroit le plus waouh de notre séjour. On y croise des jolis paysages, mais l'attraction majeure de ce lieu, ce sont ces arbres devenus pierre par un processus géologique incroyable. On en découvre plusieurs le long d'une randonnée faite sous une chaleur accablante. Je ne l'ai pas encore dit, mais on ne peut pas dire qu'on ait été embêté par le monde sur cette journée. Canyon de Shelly ou ce Petrified National Forest sont des endroits un peu éloignés des circuits habituels de l'Ouest américain. Ceci explique peut-être la tranquillité touristique qui règne dans ces lieux. Et je peux vous dire que c'est fort agréable. Après 2 petites heures passées dans ce parc national, on reprend notre route direction notre hôtel à Flagstaff. Un petit tour au In-N-Out et on fait le plein de courses pour le lendemain. Dans la reprogrammation du voyage, je n'ai pas eu le temps de tout peaufiner. Cette journée était donc à la carte. Soit se rendre vers Sedona et visiter ses alentours, soit se rendre au Grand Canyon. La famille a voté et c'est sur les coups des 8 heures qu'on prend la route pour le nord, direction le Grand Canyon. Nous l'avons déjà fait en 2019, mais c'était la rive nord qui, hélas, est en feu durant cet été 2025. On récupère de l'essence au passage dans une station-service occupée par des voitures surprenantes. Et après 1h30 de route, nous arrivons à l'entrée du parc national. On le voit tout de suite, nous n'aurons pas le parc pour nous tout seuls cette fois-là. Il s'agit d'un des lieux les plus populaires des États-Unis. Il nous faudra plus de 20 minutes pour pénétrer dans le parc. On s'arrête au Visitor Center et on débriefe pour savoir quel sera notre programme. On décide de se garer à proximité de la gare du Grand Canyon et on doit prendre un bus pour se rendre à Pima Point. On a choisi ce lieu en particulier car
on peut y voir la rivière Colorado à différents points de vue. Mine de rien, les temps de trajet mis bout à bout pour arriver ici ont été assez longs. Il est déjà 11h30, il fait chaud, on ne perd pas de temps pour amorcer notre petite randonnée jusqu'à notre voiture. On longe donc le Grand Canyon sur plus de 4 km. Et d'ailleurs, je vous conseille notre itinéraire pour découvrir ce lieu magique, c'était plutôt une réussite. On se ravitaille avant de partir et on a pas mal de routes pour rejoindre notre camp de base pour la semaine à venir. Direction Las Vegas. Sur la route pour la ville du vice, on ne peut pas éviter un arrêt à Seligman, une bourgade le long de la route 66 qui reste à peu près intacte d'une époque aujourd'hui révolue. Si vous voulez acheter des vieilles plaques automobiles, c'est l'endroit idéal. Une grande majorité des plaques de mon décor proviennent de Seligman. Allez, un petit soda et ça repart. Sur le trajet, on fait un nouvel arrêt à Kingman. Retrouver un peu l'ambiance route 66 d'une autre époque. On ne peut pas dire que cette route entre le Grand Canyon et Las Vegas soit très peuplée. On va vivre un vrai contraste à l'américaine. Du néant, on va petit à petit apercevoir les lumières de l'une des villes les plus hors normes au monde. On fait un arrêt à Walmart, puis on se dirige vers notre hôtel. Il est 21h, on a hâte d'arriver, de manger et de dormir car la journée a été longue, certainement trop longue. On va passer plusieurs jours à Las Vegas. Vous allez certainement vous demander ce qu'on peut faire pendant 6 jours à Las Vegas sans jouer un centime au casino. Eh bien, suivez la suite de la vidéo, vous allez voir qu'on ne s'est pas ennuyé une seconde. Ce matin, nous prenons notre temps. Sur les coups des 10h30, nous partons de notre hôtel qui se situe ici, au sud du Strip. Nous parcourons à pied les 20 minutes qui nous séparent du premier gros complexe de jeu, le Mandalay Bay. Nous allons ainsi enchaîner les casinos, le Luxor, l'Excalibur, pour arriver au New York. On alterne entre marcher à l'extérieur sous une grosse chaleur et des moments passés dans les casinos afin de prendre un peu le frais. La chaleur, on en reparlera dans ma conclusion. Et dès qu'on a pu, on a aussi profité des mini-trams gratuits. On fait donc un arrêt au New York. Un de mes fils veut faire la montagne russe de dingo qui longe le bâtiment. En attendant son tour de manège, je ne peux pas m'empêcher de mon côté de faire quelques paniers. Oui, c'est mon péché mignon. On reprend notre chemin et on va manger au buffet de l'Excalibur. C'est un bon plan pour les gros mangeurs. On poursuit par un peu de shopping au M&M Store et au Coca-Cola Store. On ne montera pas plus haut sur le strip, il est déjà 15h. On fera les autres parties du Las Vegas Boulevard un autre jour. On redescend de l'autre côté de la route, on fait un petit tour dans le MGM Grand, se rafraîchir un peu. On termine à pied sous une chaleur accablante. On rentre à l'hôtel à 17h30, se préparer pour la sortie du soir. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore la technologie. La Sphère, cette nouvelle salle à Las Vegas, me titillait bien d'aller la visiter à l'intérieur. Et alors, quand j'ai vu qu'ils programmaient une rediffusion de la permanence de U2 dans cette salle, je ne pouvais pas résister à cet appel. Malgré un prix de la place assez important, je ne regrette en rien ce moment. C'est juste waouh! Mais alors, attention, je me suis cramponné à mon siège pendant une grande partie du show, car la salle est très pentue. J'ai le vertige et du coup cela n'a pas été simple de gérer ma peur par instant. Franchement, si vous aimez la technologie comme moi, il faut aller à la Sphère. C'est certes une aberration écologique, car imaginez que pour refroidir ces petites LED, il faut en faire du froid dans un tel volume. Cela restera certainement un des plus beaux moments de ce voyage. Ça fait peut-être bizarre de le dire, mais j'ai vu un concert. Pas une simple rediffusion sur un écran, tellement la proposition était bluffante de réalisme. Après ces 1h15 de show, nous rentrons nous coucher, les yeux pleins d'étoiles. Pour s'occuper plusieurs jours à Las Vegas, on va se mettre d'accord tout de suite. Il faut prévoir un budget. Mais cette ville offre tellement de choses à faire qu'il faut en profiter, c'est l'occasion. Et aujourd'hui, on avait envie de faire plaisir aux enfants, alors on part direction l'ouest. Après 15 minutes de route, on arrive à Speed Vegas, un endroit où on peut conduire des voitures qu'on ne pourra certainement jamais se payer. Mon ado mineur sera conduit par un pilote dans une Lamborghini. Et de l'autre côté, mon majeur qui a le permis de conduire va essayer une McLaren. Alors les parents que nous sommes ont été vite rassurés quand on a appris qu'en fait le copilote avait une pédale de frein
au cas où. C'est sans surprise que je vous annonce que les enfants ont évidemment passé un bon moment. On repart, et tant qu'on est ici, on continue vers l'ouest pour se rendre au Seven Magics Mountain. Je vous avoue qu'on ne s'éternise pas, car il fait très chaud, et le spot n'a qu'un intérêt très limité. À ce moment-là de la vidéo, je rappelle que j'ai une seconde chaîne YouTube consacrée au cinéma et en particulier à James Bond. C'est donc l'occasion idéale d'aller observer un des lieux de tournage d'un des films de la saga 007, c'est-à-dire Les Diamants sont éternels. On se retrouve donc à Prime, un lieu étonnant à la frontière entre le Nevada et la Californie. Vous avez là 2-3 gros complexes de casinos perdus en plein désert. On a l'impression d'une ville fantôme, tellement tout paraît fermé. Enfin bref, je tourne mes petites scènes et on pourra dire qu'on a mis les pieds en Californie sur ce road trip. On reprend la route direction Las Vegas, on s'arrête manger sur le chemin dans un Charlie's, une chaîne de restaurants qui propose des sandwichs et des wings. Anecdote amusante, dans les stations-service, on trouve aussi des machines à sous. Après manger, on part faire le plein de notre frigo au Walmart et on fait un saut déposer les courses à l'appartement. On se rend ensuite à Downtown. Non loin de la stratosphère, on peut trouver des rues remplies de street art. On se promène donc de peinture en peinture sous une chaleur encore extrême. Je dépose ensuite la famille au magasin d'usine de Downtown. Pour ma part, je continue mon pèlerinage sur les traces de James Bond. Je fais un arrêt dans ce columbarium pour revivre cette scène du film. Je sors ensuite de Las Vegas pour me rendre dans un coin paumé, retrouver ce lieu du film. Après quelques images pour ma chaîne secondaire, je reviens à Downtown récupérer la famille. Je peux vous avouer que je suis passé par des endroits bien éloignés du bling-bling qu'on peut trouver sur le Las Vegas Boulevard. Il faut aussi parfois se confronter à la réalité, c'est aussi ça les États-Unis. Avec la petite famille, on se gare à proximité de l'arrière de Fremont, on se balade dans le vieux Las Vegas, et oui, c'était là, le cœur de la ville, dans les années 50, là que les touristes se rendaient en priorité. On a maintenant un immense dôme au-dessus de la tête. L'ambiance ici est bien différente du Las Vegas Boulevard, plus tournée vers la musique et les animations. On attend le show de 20h sur Katy Perry, et une fois que celui-ci est passé, on reprend notre voiture pour retourner à l'appartement après cette journée bien remplie. Nouvelle journée qui démarre en dehors de la ville. Ne pas oublier que Las Vegas est un carrefour intéressant pour trouver des spots naturels sympas, pas trop loin. On se rend donc au Red Rock National Monument. Cela permet de faire un break avec l'ambiance de la ville. C'est un endroit qu'on connaît déjà. En 2019, on l'avait parcouru sous la neige. Une chose rare et exceptionnelle. Là, ce n'est pas la même. Vous vous doutez, il fait encore très chaud. On ne peut donc pas se permettre de faire ne serait-ce qu'une petite randonnée. On reste à peu près 1h30 et on rentre à l'appartement manger un morceau. Dans l'après-midi, on reprend notre voiture et on part se garer au Circus Circus, le casino situé sur le nord du strip. Petite astuce, c'est un endroit où le parking est gratuit. Donc, on en profite. On traverse le Circus Circus, endroit sur le thème du cirque, et évidemment, il s'agit d'un des casinos les plus vieux encore en activité sur le strip. On ressort sur le Las Vegas Boulevard et on se dirige vers le casino d'en face, le dernier qui a ouvert il y a peu de temps, le Fontainebleau. Endroit qui n'a que peu d'intérêt. On enchaîne très vite avec un nouveau complexe ouvert aussi récemment, le Resort World. On se balade dans la galerie pour se rafraîchir un peu, mais notre objectif est plus loin, la stratosphère. On découvre en passant la nouvelle arche qui délimite la fin du strip et on monte en haut de cette tour. On peut noter une faible fréquentation du lieu. Globalement, on a trouvé que Vegas était beaucoup moins fréquenté que les autres fois où nous sommes venus. En tout cas, on peut siroter une boisson en choisissant sa place, puisqu'il n'y a personne, et on admire la vue. On redescend de notre tour et on se dirige vers le plus grand magasin de souvenirs au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais eux. Il se trouve pas très loin de la stratosphère. Après l'achat de quelques souvenirs, on reprend la voiture, on dépose un de nos fils à l'appartement et on repart à 3 au New York. Oui, on finit cette journée par un spectacle du Cirque du Soleil, Mad Apple. Un super beau moment, comme d'habitude, avec la troupe canadienne. On finit cette belle soirée par un petit in-n-out qui se trouve juste à côté de notre résidence. Le matin, c'est relâche pour la famille qui profite de la piscine de la résidence. On va quand même faire quelques courses dans la matinée au Walmart, et puis je laisse les autres, je pars de mon côté au nord du strip,
filmer encore des lieux de tournage, mais aussi des rushs pour la vidéo sur l'intégrale du strip de Las Vegas, qui est disponible sur cette chaîne. Je me gare au centre commercial Fashion Show où le parking est là aussi gratuit. Je me balade entre le Wynn et le Treasure Island. Le temps est nuageux aujourd'hui et cela fait du bien. La chaleur est toujours présente, mais du coup moins étouffante. Je repars ensuite faire un petit coucou au signe de Las Vegas pour une séquence d'intro et de conclusion pour ma vidéo sur le Las Vegas Boulevard. Je rentre manger avec la petite famille à l'appartement. On reprend ensuite la voiture sur les coups des 16h30. On se gare au Fashion Mall à côté du Treasure Island. On va là enchaîner les casinos. On se balade dans le magnifique Forum Shops, le centre commercial du Caesars Palace. On s'arrête au bout de la galerie marchande, assister au petit show gratuit sur le thème de l'Atlantis. On poursuit à travers les allées du casino, on ressort, on se rend au prochain casino, le magnifique Bellagio. On attend un show des fontaines. Une fois le spectacle terminé, on va se promener à l'intérieur du complexe. À quoi ressemble le jardin couvert à cette époque de l'année? Eh bien oui, comme d'habitude, c'est beau et agréable. On passe ensuite devant la fontaine de chocolat et on va au fond du Bellagio récupérer le tram gratuit qui nous conduit jusqu'au parc MGM. L'ambiance est très différente le soir. Comme dit le dicton, 2 salles, 2 ambiances. On se dirige vers un nouveau bâtiment sur ce Las Vegas Boulevard, le BLVD. C'est un centre commercial qui offre un rooftop gratuit en haut de son immeuble. La vue n'est pas incroyable, mais on ne va pas se plaindre, c'est gratuit. On reprend notre chemin et on se dirige vers notre instant repas. Un endroit souvenir de notre première venue à Vegas en 2019, le Pin-Up Pizza. Des parts de pizza au choix à un prix intéressant. On poursuit, on passe à l'intérieur du Paris et les enfants montent en haut de la Tour Eiffel admirer la vue. Il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire, le budget reste limité, c'est pour cela que tout le monde ne grimpe pas en haut du monument parisien. On se rejoint devant les fontaines du Bellagio, on admire un dernier show des fontaines et on repart en direction de notre voiture. Sur le trajet, on traverse le Flamingo, on passe par la promenade du Link, un endroit que j'aime beaucoup où se situe la Grande Roue mais aussi une tyrolienne. On poursuit par le Venetian, un casino évidemment incontournable du strip. On terminera cette journée et cette soirée par un endroit sympa du Wynn où on peut apercevoir un petit show. Il est 23h, après une dizaine de kilomètres de marche, on a mérité de passer une bonne nuit. C'est le dernier jour dans la ville du Nevada. Il est l'heure de faire quelques lessives et de mon côté, je file en périphérie de Vegas pour tourner encore des nouvelles séquences pour ma vidéo des lieux de tournage. Je reviens ensuite profiter de la piscine de l'hôtel avec une centaine de degrés Fahrenheit en extérieur. Un bon petit bain dans la piscine et rien de tel pour se rafraîchir. Et après le repas, on part à pied, s'immerger dans la vie américaine, direction la Legion Stadium. C'est le jour de reprise du championnat universitaire de football américain. La fac de Las Vegas jouait contre celle de l'État d'Idaho. Du stade, on a une superbe vue sur le strip. Et on est bien dans ce stade, car il est couvert et surtout climatisé. On assiste à un beau match et une victoire très serrée des Rebels de UNLV. Après ces 3 heures d'immersion dans le football, on rentre à l'hôtel chercher notre voiture sans oublier de prendre un petit milkshake au In-N-Out. Maintenant, on se dirige au musée du Flipper, non loin du signe Las Vegas. On passe quelques pièces dans les fentes pour jouer quelques parties. Je retrouve d'ailleurs certains flippers de mon enfance. Après une petite heure passée ici, on part faire quelques courses et je vous avoue que le fromage français commence à me manquer, alors je craque. Après notre repas du soir, on file en voiture au signe de Las Vegas prendre quelques petites photos souvenirs. Ce sont nos derniers instants dans la capitale du vice. On ne s'éternise pas à côté de l'emblème de la ville, il faut qu'on rentre ranger nos affaires pour le lendemain. On quitte notre belle location vers le coup des 9h, on prend la route pour retrouver les beaux paysages de l'Ouest américain. On a prévu 2 spots importants. Un premier à moins de 2 heures de route de Vegas, le Snow Canyon State Park. Une belle surprise. Un lieu, encore une fois, peu fréquenté quand nous y étions. Ce doit être le cas toute l'année car Zion n'est pas très loin. Il a donc une très forte concurrence en face de lui. On a des paysages de toute beauté. On prend notre pause repas sur une table proche du Visitor Center. On part ensuite faire une petite balade digestive en plein milieu des roches rouges striées par le vent
Hello. Ravis de notre trouvaille avec ce parc, on poursuit en nous rendant dans un endroit qu'on connaît déjà, le parc national de Zion, mais attention, la partie Kolob, qui est moins connue. On arrive au Visitor Center et là, mauvaise surprise. Le parc n'est pas accessible, le ranger nous explique qu'il y a un départ de feu et donc fermeture. Bon, eh bien, il faut s'adapter. On décide assez rapidement de nous rendre au Cedar Break National Monument, un lieu qu'on connaît aussi pour avoir fait un passage éclair en 2019. Cette fois-là, on profite de tous les points de vue et on profite aussi, surtout, de la fraîcheur relative qu'il fait à plus de 3500 mètres d'altitude. Ce parc est magistral et même si on ne peut pas fouler le bas du canyon, c'est un endroit que je vous conseille, surtout que nous sommes tranquilles, personne en vue. On redescend sur Cedar City qui sera notre ville d'un soir. Un plein d'essence, la découverte de notre chambre et on part manger dans une chaîne de fast-food qu'on ne connaît pas, Culver's. Je vous avoue qu'on a eu un peu de mal à comprendre le concept, mais une fois qu'on a passé commande, ce qui était proposé était plutôt sympa. On reprend la route vers 9h. Le programme est simple, beaucoup de routes, le plus long trajet de tout notre road trip. À la clé, un monument national. Au bout d'1h30, une première pause Walmart à Richfield pour notre pique-nique du midi. Je peux vous reconnaître une chose, la route que nous empruntons est superbe. De magnifiques paysages à se mettre sous la dent. À un moment donné, c'était tellement beau qu'on s'est arrêté pour faire un petit tour et admirer le paysage. Peu de civilisation par ici. On attend donc la première ville pour faire un stop pique-nique. On prend notre repas sur une table dans un parc à Green River. À 15h30, nous arrivons enfin à l'entrée du Colorado National Monument. On parcourt la Scenic Drive et on s'arrête à quelques spots prendre des photos. L'endroit est sympa, on peut dire que c'est un peu un résumé des paysages qu'on trouve dans cette partie des États-Unis. Mais en toute sincérité, ce n'est pas l'endroit le plus waouh qu'on ait vu durant notre séjour. Je vous en parlerai plus en détail dans mes ressentis à la fin de la vidéo. On parcourt durant 2 bonnes heures cette Scenic Drive et on se dirige à notre hôtel qui se trouve juste à côté de ce Colorado National Monument. On va manger dans une chaîne de pizza à Grand Junction, qui est une ville assez grande. Dernier jour de road trip en perspective. Le programme n'est pas totalement figé. J'ai 2-3 idées en magasin, mais on verra bien en fonction de nos envies. On sait que le soir, on arrive à Denver, c'est la seule certitude. Vous connaissez nos habitudes, un arrêt au Walmart sur le trajet pour faire le plein de courses et en même temps pour faire une pause sur le parcours. On continue et on arrive à notre premier spot de la journée, Glenwood Springs. Une ville connue pour sa piscine d'eau chaude naturelle. On se balade rapidement dans la ville et la vue de la piscine titille l'ensemble du groupe. Je sais que le prix de l'entrée n'est pas donné, donc le deal est simple. Si on y va, on y reste un moment. Banco, tout le monde est d'accord. Alors, explication du concept. Une grosse source d'eau chaude vient alimenter des bassins qui vont évidemment du plus chaud tout en haut du complexe au plus frais, le grand bassin tout en bas. Enfin, quand je parle de fraîcheur, il faut se dire que le bassin le moins chaud a une eau tout de même à 32 degrés. Autant se dire qu'on est bien. Les enfants ne sont pas en reste pour jouer un peu, puisqu'il y a aussi une petite rivière qu'on peut descendre sur des bouées seules ou en duo. On reste barboté dans l'eau jusqu'à 15h. On reprend la route, on se dit tant pis pour le reste de cette vallée, peut-être on reviendra un jour par ici visiter par exemple Aspen ou d'autres spots que j'avais repérés. Et là, mauvaise surprise sur la route, un énorme orage. Et en fait, l'arrivée sur Denver se fera aussi sous la pluie. C'est a priori assez courant à Denver l'été. Des orages en fin de journée s'invitent à la fête. Souvenez-vous d'ailleurs du début du voyage et de notre déroutement vers Colorado Springs. On arrive à notre hôtel en début de soirée. On pose nos affaires et on repart au centre de la ville faire des courses pour notre repas du soir. Premier contact avec la ville, là aussi, sous la pluie. On démarre par un bon petit-déj, car la journée va être chargée. On se donne toute la journée pour découvrir Denver. On part à pied de notre hôtel. On passe à travers l'université de Denver. Nous sommes le 27 août. Les étudiants ont repris les cours depuis un moment. Il y a donc du monde sur la faculté. Peu après, on passe devant la salle de basket et de hockey de la ville, la Ball Arena. Poursuit et on arrive sur le bâtiment iconique de Denver,
La gare, sublime à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Autour de la gare, on croise de jolis bâtiments et on arrive sur le stade de baseball. Il fait beau, pas trop chaud, c'est agréable. On a ensuite comme objectif le quartier de Street Art, au nord de downtown. On trouve de très belles peintures de rue. Comme à Las Vegas, c'est amusant, car on se dit que ce sont des endroits où nous irions pas forcément traîner la nuit. On passe parfois dans des petites ruelles qui ressemblent plus à des coupes-gorges qu'à des coins tranquilles. Il est maintenant l'heure de s'alimenter, on se rend donc au Central Market, un endroit super agréable où on peut manger pour pas trop cher, je vous le conseille. On reprend notre marche, on découvre un centre-ville plutôt tranquille, avec des rues parfois totalement piétonnes. Il y a comme un air de ville européenne ici, avec des pistes cyclables, mais aussi des voies exclusives pour les bus. On arrive à la très jolie rue Larimer Square. Là, on sent qu'il y a un air évident de ruer vers l'or. On poursuit, on passe devant de chouettes bâtiments et on arrive au Capitole de l'État, qui va être notre point d'arrivée de notre randonnée urbaine. On rentre à notre hôtel juste avant la grosse pluie de 17h. Tiens, comme la veille. Du coup, comme il fait mauvais temps, on repart en voiture faire quelques courses. On passera la soirée à préparer les bagages pour que tout tienne dans 4 bagages cabines. Dernier jour à Denver, le soleil matinal est au rendez-vous. On rend notre logement vers 10h, notre vol est à 16h40. Cela laisse un peu de temps pour faire quelque chose lors de cette dernière matinée aux États-Unis. Et on part en direction de l'aéroport à une quinzaine de minutes du centre de la ville pour se retrouver dans une réserve animale, la Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge. Rien que ça. On s'arrête au Visitor Center, pas de tampon pour les passeports. Petite déception. La réserve est gratuite. Là, c'est un bon point. On reprend notre voiture et on parcourt les 11 miles de la Wildlife Drive. On apercevra en tout et pour tout 2 biches, des oies, quelques bisons et surtout plein de petites marmottes, ou plutôt des chiens de prairie en traduction. Ils sont plus petits que nos marmottes alpines, mais ils ont le même comportement et ils font le même bruit. So cute, comme diraient les Américains. On peut, de cet endroit, apercevoir la skyline et le centre de Denver au loin. Alors je vous avoue que ce n'était pas une activité de dingue, mais cela nous a permis d'occuper tranquillement notre temps tout en étant proche de l'aéroport. On repart pour manger et on ne peut pas quitter les États-Unis sans repasser une dernière fois par notre chaîne de fast-food préférée, In-N-Out. On fait le plein de calories et en parlant de plein, il faut aussi faire celui de la voiture, car il est temps d'aller la rendre. Il est à ma montre 13h30 quand on arrive à l'aéroport de Denver, ou plutôt à l'aire immense des locations de véhicules. Ce n'est que mon avis, mais je trouve l'aéroport de Denver pas super fonctionnel. Vous devez prendre des navettes pour aller des terminaux à votre location de voiture, et cela nous a pris plus de 25 minutes pour le faire. En arrivant à notre terminal, on cherche les comptoirs de notre compagnie, pas évident à trouver. On enregistre avec pas mal de difficultés, que j'ai longuement expliqué dans ma vidéo sur Icelandair, donc je ne vais pas y revenir. La sécurité, elle, passe assez vite. On embarque à l'heure dans notre Boeing 757. On décolle aussi à l'heure. Les vols se passent plutôt bien. Pendant le trajet, un de mes enfants aura la chance de voir des aurores boréales par le hublot. On arrive à Genève le lendemain et il est maintenant temps de faire un bilan de ces 14 jours passés aux États-Unis. 8 mois après ce fabuleux voyage, je vais débriefer avec vous ce qui a été de mon ressenti positif, mais aussi négatif. Et on va commencer avec les aspects positifs. Je vais mettre en number one le budget. Après plusieurs voyages passés aux États-Unis, on a maintenant trouvé une formule qui fonctionne plutôt bien pour ce pays afin de maximiser le budget. Pas de restaurant. Vous l'avez vu, on a fait beaucoup de pique-niques et dès qu'on avait plusieurs nuitées à un même endroit, on a pris un logement avec cuisine pour se préparer ou du moins se réchauffer à manger. On préfère concrètement mettre de l'argent dans des activités uniques qu'on peut difficilement faire en France, voire qui coûtent plus cher dans notre pays. Une petite astuce aussi pour vous, on part dans la deuxième moitié du mois d'août afin d'avoir des logements moins chers que pendant la grande période estivale qui va se situer à peu près entre le 20 juin et le 15 août. Il faut bien avoir en tête qu'aux États-Unis, les enfants reprennent le chemin des écoles à partir du 15 août. Donc, à cette date-là, vous avez moins d'Américains
Et qui dit moins d'Américains veut dire des logements plus abordables. Pour revenir au budget global que je vous indique à l'écran, à peu près 1800 € par personne pour 2 semaines de voyage, je trouve ça plutôt correct, voire très bien, je suis assez content du résultat. Alors, il faut aussi l'avouer, merci au taux de change qui était extrêmement avantageux durant cet été 2025. Pour les lieux visités, je vous ai fait un classement. J'ai réparti en 4 catégories, nos coups de cœur. On a vraiment adoré Canyon de Shelly et Garden of Gods. Ce sont les endroits naturels qu'on a le plus préférés durant notre road trip. On a aussi beaucoup aimé Great Sands Dunes, Las Vegas. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup cette ville. Et enfin, on a aussi beaucoup apprécié l'expérience piscine naturelle de Glenwood. Tous ces endroits sont des lieux que je vous recommande. Et sans hésiter, je pense que si demain je retournais aux États-Unis, eh bien j'irai y faire un saut. Ensuite, on va trouver la catégorie des endroits bien. Vous avez le Snow Canyon State Park, que j'aurais sincèrement pu mettre entre les coups de cœur et les endroits bien. Là, vous avez une petite pépite méconnue, avec peu de monde, donc je vous le recommande aussi. Après, vous avez évidemment le Grand Canyon, un classique. Le parc national des arbres pétrifiés, vous savez, les arbres qui sont transformés en pierre. Et puis le Cedar National Monument, souvent oublié, et c'est bien dommage. Ensuite, il y avait Denver. Je ne savais pas trop où mettre la ville, parce que pour moi, la ville du Colorado, c'est une ville qui se vit, qui ne se visite pas spécialement. Elle est certes très agréable, mais vous n'avez rien d'extraordinaire à voir non plus. Donc la ville de Denver, je l'ai casée entre les endroits bof et puis les endroits bien. Et enfin, les endroits que je ne vous recommanderais pas spécialement, qui sont bien certes, mais qui ne sont pas non plus dingues. J'ai mis Mesa Verde, à cause en particulier du fait que pour voir les sites intéressants, il faut faire pas mal de petites routes. Après, vous avez Colorado National Monument, qui est sympa, mais vous pouvez largement trouver plus joli ailleurs à proximité. Et enfin, le refuge de Denver, qui n'a vraiment rien de dingue. D'ailleurs, si vous allez dans la ville, c'est pas la peine d'aller y faire un saut, par si vous restez longtemps dans la ville du Colorado. Mais globalement, qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucun regret dans les choix qu'on a pu faire. Tout ce qu'on a vu, bien, on l'a apprécié, on l'a aimé. À aucun moment on est parti avant, ou à aucun moment on s'est dit waouh là là, c'était vraiment catastrophique. Les regrets, j'y arrive, on va le voir tout de suite. Si je devais refaire ce road trip, qu'est-ce que je ferais différemment? Pas facile de répondre à la question, parce qu'au départ, je vous rappelle que ce n'était pas ce road trip que je vous ai présenté qui était prévu. Mais quand on a su qu'il serait quasiment impossible de marcher plus d'1 heure sur des chemins de randonnée, bien, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Adieu les randonnées dans les parcs nationaux, qui étaient le but principal au départ. C'est pour cela qu'on est allé un long moment à Las Vegas. Je pense qu'on aurait dû rester voire 2 jours de moins dans la ville du Nevada. Pourquoi? Parce que certaines journées de road trip ont été trop longue. Dans la création de ce nouveau road trip, j'ai aussi essayé de mettre des routes qu'on n'avait jamais empruntées dans cet endroit de l'Ouest américain. Au final, c'était une erreur, parce que par ce biais, on a rallongé des durées de trajet. Avec du recul, je pense qu'on aurait dû aller par exemple à Page pour profiter du lac Powell, plutôt que de descendre sur le Grand Canyon. Je pense à cela en particulier parce qu'il y a aussi une autre chose qui a été dans les difficultés. J'ai énormément souffert de la chaleur et ajouté à la fatigue et au jet lag, eh bien j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Au pays de la malbouffe, on peut dire que c'est quand même un comble. On a eu des journées à plus de 40 degrés à l'ombre. Alors soit j'adore la chaleur, mais là, je peux vous dire que j'ai beaucoup morflé. Soyez prévenus, ne sous-estimez pas le climat qu'il peut faire à cette époque dans cette région des États-Unis. Bon, je pars un petit peu dans tous les sens, là je reviens à mon trajet pour vous confirmer mon théorème. Il faut moins de 4 heures de route par jour pour profiter un minimum des lieux où on passe. Cela donne à peu près 250 miles, soit 400 km gros maximum quand vous avez de belles interstates. Et enfin, mon dernier gros regret, c'est d'avoir pris la compagnie Icelandair. Je l'expliquais très en détail dans une autre vidéo. Je ne m'attendais pas à une compagnie avec des standards low cost. Je ne vais pas rentrer
davantage dans les détails. Globalement, on est ravis de ce voyage, comme d'habitude. On est prêt à repartir aux États-Unis. Et si vous avez envie de découvrir d'autres jolis road trips dans ce beau pays, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'un ou l'autre de ce débrief de road trip des États-Unis. Allez, à tout de suite dans l'une ou l'autre de ces vidéos.